Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première assemblée du Conseil de la MRC Manicouagan en cette année 2022. Donc, j'en profite donc pour souhaiter une très bonne année à tous les participants à notre assemblée. Je vous souhaite aussi beaucoup de santé puis beaucoup de bienveillance les uns envers les autres et envers les gens de votre entourage. J'espère aussi que 2022 va être une belle année de réussite personnelle et professionnelle. Donc, c'est un bon début, on espère. On en est à la séance ordinaire du 19 janvier 2022. Il est 15 heures, donc on souligne l'ouverture de la séance. Le deuxième point à l'ordre du jour est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3 dans la lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2021. Au point 4, dépôt du rapport du TNO, rapport annuel et rapport de décembre 2021. Au point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Au point 6, affaires courantes, 6.1, autorisation du paiement des comptes décembre 2021. 6.2, adoption du rapport annuel de sécurité civile. 6.3, répartition de l'enveloppe 2022 de la politique de soutien aux entreprises et de la politique de soutien aux projets structurants. 6.4, demande de financement, bal anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan. 6.5, demande de partenariat, championnat du monde de paracyclisme 2022. 6.6, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, règlement d'amendement numéro 2021-11, modifiant le règlement du zonage numéro 2016-1002 de la municipalité de Baie-Trinité. Au point 6.7, plan d'aménagement forestier intégré tactique, nommé PAFIT. 6.8, autorisation des projets 2021-2022 dans la subvention du PADF. Au point 6.9, engagement opérateur surnuméraire. Au point 6.10, engagement secrétaire archiviste. Au point 6.11, mise à jour du rapport d'activité 2019-2020 FDT. 6.12, appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. 6.13, PSPS, volet urbain, ID Manicouagan, centre d'innovation, d'industrialisation et d'inclusion en énergie alternative et métallurgie verte. 6.14, nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. 6.15, autorisation de financement, Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, marketing territorial, modification à la résolution 2021-224. Le point 16 va être retiré. Il s'agissait de l'engagement d'un coordonnateur aux communications. Au point 7, avis de motion, 7.1, règlement 2022-01, remplaçant le règlement 2018-02 relatif à l'application d'un code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de Manicouagan. Au point 7.2, règlement 2022-02, remplaçant le règlement 2018-03, relatif à l'application d'un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la MRC de Manicouagan. Au point 8, affaires nouvelles. Au point 9, période de questions. Au point 10, clôture de la séance. Une proposition. M. Lavoie. Merci, M. Lavoie. Avec les affaires nouvelles fermées? Avec les affaires nouvelles fermées. En retirant le 6.16. En retirant le 6.16. D'accord, M. Lavoie? Oui, d'accord. Merci. Au point 3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2021. On a discuté de ce procès-verbal à notre séance de travail ce matin. Est-ce que vous avez des questions ou j'ai une proposition pour l'adoption du procès-verbal? On va faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Montigny. Au point 4,
Dépôt du rapport du TNO, rapport annuel et de décembre 2021. Madame Fortin. Donc, en ce qui concerne le rapport pour le mois de décembre 2021 pour le TNO, le service d'urbanisme a délivré 4 permis durant la période, comparativement à 3 permis au cours de la même période l'an passé, pour une valeur totale des travaux de 24 200 $. Aucun constat ni avis d'infraction n'a été émis. Un certificat de non-contravention a par contre été émis à EJD, Construction Incorporée, pour l'utilisation d'une partie de leur BEX qui consiste à du déboisement, du décapage, du remblayage à partir du matériel provenant du chantier et à du reboisement. Un dossier de dérogation mineure est en préparation actuellement pour présentation au comité consultatif d'urbanisme en vue de la prochaine rencontre qui devrait se tenir au cours du mois de janvier. Du côté de la gestion des cours d'eau, une correspondance a été transmise à la direction de la ZEC-Varin pour l'informer de l'existence d'un ouvrage de retenue des eaux et demander leur collaboration dans ce dossier en avisant leurs membres des éventuels risques reliés à ce type d'intervention dans un cours d'eau. Par ailleurs, le personnel du département de l'urbanisme a participé à une présentation web concernant les nouveautés en matière de dérogation mineure découlant de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, c'est-à-dire le projet de loi 67. Les modifications apportées permettent entre autres un assouplissement en ce qui concerne une demande de dérogation mineure en zone de contrainte, conditionnellement à la modification du règlement local sur les dérogations mineures. Ça fait le tour pour le rapport mensuel de décembre. Du côté du rapport annuel pour l'année 2021, le service d'urbanisme a émis 224 permis, soit 8 de plus qu'en 2020, totalisant des revenus de 8 590 $. La valeur des travaux est en augmentation, ce qui s'explique entre autres par le coût élevé des matériaux et le nombre de transferts de baux de la dernière année effectués par la gestion foncière. Ceci affecte bien entendu directement la valeur foncière des propriétés du TNO. Un permis a été révoqué à la demande du propriétaire pour des travaux qui ne se sont pas réalisés. 7 permis ont été refusés, la plupart pour le non-respect de la réglementation et quelques-uns pour l'augmentation de l'occupation d'un bâtiment sans avoir les installations sanitaires adéquates. Au niveau des certificats de non-contravention, la MRC a émis 17 certificats de non-contravention totalisant des revenus de 1 700 $. On dénombre également 19 déclarations de travaux dans le TNO sur le registre public du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'année 2021. La plupart proviennent du ministère des Transports du Québec pour des ouvrages routiers temporaires. Également, une déclaration a été faite par Produits forestiers résolus pour un lieu d'enfouissement en territoire isolé près de Malick-III. La MRC a émis un certificat de non-objection pour une demande de traitement d'eau potable auprès du ministère. En regard des plaintes, 4 plaintes ont été reçues à la MRC, 3 concernant la présence de véhicules récréatifs non immatriculés installés en zone de villégiature et une autre concernant des travaux sans permis. De ces plaintes, 2 concernent des occupations sans droit et ont conséquemment été transmises à la gestion foncière. Le département de l'urbanisme a effectué en cours d'année 7 sorties terrain permettant la mise à jour de 68 dossiers. Nous ajoutons à ce nombre 25 dossiers inspectés par les techniciens de la gestion foncière au cours de l'année. Au total, ce sont 93 dossiers de villégiature, 2 dossiers de campement temporaire et 4 plaintes qui ont été traitées par le département au cours de l'année. 10 avis d'infraction ont été acheminés, 2 pour des installations sanitaires non conformes, 4 pour des travaux sans permis, 2 pour l'absence d'installation sanitaire, 1 pour 2 bâtiments principaux sur un seul bail et un autre pour la hauteur dérogatoire d'un chalet. Cette année, ce sont 4 constats d'infraction qui ont été émis, 3 portaient sur le non-respect du permis d'installation sanitaire et 1 sur l'implantation temporaire de roulottes de chantier sans autorisation. Pendant l'année, en regard de la formation, les employés ont participé à 2 formations
soit une dispensée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et une autre par la corporation, la COMBEC, la Corporation des officiers municipaux. Finalement, au niveau des modifications réglementaires, l'adoption prochaine du schéma d'aménagement et de développement révisé, ainsi que les différentes modifications apportées par le gouvernement à certaines lois et règlements, nous obligeront à modifier nos propres règlements en conséquence au cours de l'année 2022, entre autres en ce qui a trait à la sécurité des piscines résidentielles, à la protection du citoyen contre les chiens, au règlement sur les dérogations mineures et au nouveau règlement qui remplacera la politique de protection des rives et du littoral et des plaines inondables qui entrera en vigueur le 1er mars 2022. Une première enseigne cette année interdisant le camping en zone de villégiature a été installée dans le secteur du lac Loup-Marin. L'équipe de l'urbanisme projette de continuer, bien entendu, la sensibilisation par l'installation d'enseignes dans les différents secteurs problématiques qui sont convoités par les campeurs. Également, la MRC a procédé en octobre dernier à l'embauche d'une étudiante à mi-temps pour pallier l'absence de candidature au cours de l'été dernier. Le surcroît de travail créé par la pandémie et l'augmentation des transactions mobilières confirmait la nécessité d'une ressource additionnelle partagée entre les départements de l'urbanisme et de la gestion foncière. Une dérogation mineure, comme je le mentionnais tout à l'heure, est en cours, le dossier est en cours de préparation et sera traité au cours de du prochain mois. Et en terminant, en regard de la gestion des cours d'eau, en novembre, nous avons été informés par la Direction générale de la protection de la faune de la présence d'un barrage artisanal dans un cours d'eau situé dans la ZEC Varin. Suite à l'évaluation qui a été faite par l'équipe de l'urbanisme, selon les données qui nous ont été fournies, comme il n'y avait aucun risque ou menace pour la sécurité des personnes et des biens, aucune action n'a été prise pour le démantèlement. Toutefois, une correspondance, telle que mentionnée, est acheminée aux responsables de la ZEC pour intervenir auprès de leurs membres. Donc, ça fait la tournée du rapport annuel pour le TNO de la Rivière-aux-Outards. Merci, Mme Fortin. C'est un dépôt, hein? Ça prend quand même une proposition pour l'adoption des deux rapports. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Monsieur Normand, merci beaucoup. Point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Donc, une seule demande d'intervention a été soumise au Conseil en début d'année, soit celle de Tourisme Côte-Nord. Elle sera traitée prochainement à une séance ultérieure de ce Conseil. Les autres points étaient des informations à la portée des membres du Conseil. Merci. Proposition. Oui. Je peux proposer, Monsieur le Préfet. Madame Guy, merci. Au point 5, affaires courantes, au 6.1, autorisation du paiement des comptes décembre 2021. Donc, pour le mois de décembre, le total des comptes payés en regard de la MRC est de 544 512,55 $. Du côté du TNO de la Rivière-aux-Outards, c'est un montant total de 22 927,63 $. Finalement, du côté de la gestion foncière, le montant totalise 10 569,66 $. Je vais vous le proposer, Monsieur le Préfet. Merci, M. Bouchard. Point 6.2, adoption du rapport annuel de sécurité civile. Considérant que depuis le 16 octobre 2019, la MRC de Manicouagan, à titre de municipalité locale pour le TNO de la Rivière-aux-Outards, s'est dotée d'un plan de sécurité civile afin de se conformer au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Considérant que le plan de sécurité civile du TNO prévoit qu'une fois par année, le comité de sécurité civile doit dresser un bilan des différentes activités de maintien, de suivi et d'amélioration du dossier complet de l'état de préparation en matière de sécurité civile. Alors, la proposition est à l'effet que le Conseil de la MRC
adopte le rapport annuel de sécurité civile du TNO de la Rivière-aux-Outardes pour l'année 2021, lequel rapport vous a été présenté un peu plus tôt. Proposition. Je vais proposer. Merci, M. Bergeron. « 6.3 Répartition de l'enveloppe 2022 de la politique de soutien aux entreprises et de la politique de soutien aux projets structurels. » Considérant les sommes dévolues au volet soutien au développement rural dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, le FRR 2, considérant qu'il y a lieu d'effectuer la répartition budgétaire de l'enveloppe 2022 de la politique de soutien aux entreprises et de la politique de soutien aux projets structurants, PSPS, selon les paramètres déjà établis et en tenant compte du décret de population de 2022. Alors, il est proposé d'adopter la répartition budgétaire de l'enveloppe 2022 du FRR 2, réservée au soutien aux entreprises et au soutien aux projets structurants, pour un montant de 446 737 $, et ce, selon le tableau joint en annexe. Que soit confiée au comité d'investissement l'analyse des projets soumis, ainsi que la sélection des bénéficiaires dans le cadre du volet soutien aux entreprises, pour lequel un montant de 100 000 $ a été réservé pour le volet rural et 20 705 $ pour le volet urbain. Je vais en faire la proposition, M. Furlong. Merci, M. Sylvani. « 6.4 Demande de financement, bal anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan. » Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan organisera un bal pour le 70e anniversaire de son organisation, considérant la contribution financière demandée à la MRC ainsi que le plan de visibilité soumis, alors il est proposé que la MRC de Manicouagan accepte de contribuer financièrement à cet événement pour un montant de 1 000 $ et ce, à titre de partenaire monarque. Merci. Proposition. Je vais en faire Je la propose, proposition, Monsieur le monsieur. Préfet. Désolé. Madame Gay. « 6.5 Demande de partenariat championnat du monde de paracyclisme 2022. » Oui, considérant que se tiendra à Bécomo du 11 au 14 août prochain la Coupe du monde de paracyclisme sur route UCI 2022, considérant les importantes retombées économiques et financières pour la région et la visibilité dont bénéficiera la Manicouagan à l'échelle mondiale par la tenue de cet événement, considérant qu'un budget de 682 000 $ est estimé pour la tenue de l'événement, considérant le plan de visibilité et la demande d'aide financière de 30 000 $ déposée par Manic Action, alors la proposition est à l'effet que la MRC Manicouagan accepte d'être partenaire financier pour la Coupe du monde de paracyclisme 2022 en contribuant financièrement pour un montant de 26 000 $ à titre de partenaire or, et ce, à même l'enveloppe réservée pour les subventions de 2022. Proposé, Raymond Lavoie. Merci, M. Lavoie. « 6.6 Certificat de conformité au schéma d'aménagement révisé, règlement d'amendement numéro 2021-11 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-1002 de Baie-Trinité. » Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Manicouagan est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Baie-Trinité, considérant qu'en date du 4 octobre 2021, la municipalité de Baie-Trinité a adopté par la résolution 2021-10-12 le règlement 2021-11 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-1002 en concordance avec le projet d'amendement numéro 2021-10 modifiant le plan d'urbanisme relativement aux limites de zone, aux usages à la grille de spécification, aux usages complémentaires et divers autres objets de modification. Considérant que les articles 137.2 et 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme obligent les municipalités locales à soumettre à la MRC pour analyser leur conformité eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé, notamment tout règlement qui modifie ou remplace le règlement de zonage. Considérant que ce règlement avait été jugé non conforme par le Conseil des maires à la séance du 20 octobre 2021 en raison du non-respect du critère numéro 35 du schéma d'aménagement et de développement révisé,
Considérant qu'en date du 30 novembre 2021, la municipalité de Baie-Trinité a adopté par la résolution 2021-11-16 le règlement 2021-11 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-1002 en apportant la modification demandée par la MRC lors du premier dépôt du règlement. Considérant que le Conseil de la MRC de Manicouagan est d'avis que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire, alors la proposition est à l'effet d'émettre un certificat de conformité eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire pour le règlement 2021-11 de la municipalité de Baie-Trinité, le tout selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Normand. Point 6.7, plan d'aménagement forestier intégré tactique. Considérant la Convention de gestion territoriale relative aux terres publiques intramunicipales intervenue le 2 mai 2017 entre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la MRC de Manicouagan, considérant qu'en vertu de la dite convention, la MRC de Manicouagan doit exercer certains pouvoirs et responsabilités de gestion foncière tels que définis dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, considérant qu'en vertu de l'article 7.1 de la Convention, la MRC de Manicouagan a notamment l'obligation d'élaborer un plan d'aménagement forestier intégré tactique, un PAFI-T, qui est réalisé pour une période de 5 ans et qui présente les objectifs d'aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie d'aménagement forestier retenue pour assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs, considérant le mandat accordé par le Conseil à la firme Englobe pour la réalisation du PAFI-T le 16 août 2017, considérant le processus de consultation publique qui s'est tenu du 26 juillet au 10 septembre 2021, considérant le plan d'aménagement forestier intégré tactique déposé aux élus, alors il est proposé que le Conseil des maires adopte le plan d'aménagement forestier intégré tactique, le PAFI-T. Monsieur le Préfet, considérant tout ça et considérant qu'on a pris le temps d'en discuter, de regarder tout ça, ça me fait plaisir d'en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Parfait, merci, M. Montigny. Au point 6.8, autorisation des projets de projet 2021-2022 du PADF. Considérant que le comité multiressources a procédé à la sélection des projets le 9 juin 2021 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, alors la proposition est à l'effet que la MRC de Manicouagan approuve les projets totalisant 125 003 $, lesquels sont recommandés par le comité multiressources dans le cadre du PADF, à savoir un montant de 25 360 $ à la Société d'aménagement de Baie-Trinité pour un projet chemin sécuritaire, un montant de 30 220 $ à l'Association des propriétaires de la rivière Franklin pour l'aménagement et la réfection du chemin de l'APCRF, un montant de 28 633 $ à l'Association des propriétaires du lac Saint-Pancras pour l'installation de ponceaux au chemin du lac Saint-Pancras, un montant de 7 810 $ au CETFOB pour l'importance de l'aménagement forestier sur la qualité de la fibre de bois et un montant de 32 980 $ à l'Association des propriétaires des lacs La Loutre et Pascal pour la réfection de chemins et de ponceaux. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Gay. Engagement 6.9, engagement opérateur surnuméraire. Considérant que la MRC doit recourir à des employés surnuméraires pour supporter les employés réguliers de l'aéroport de Baie-Comeau lors des opérations de déneigement, considérant que la liste des employés surnuméraires est rapidement épuisée lorsque la MRC requiert des opérateurs pour effectuer le déneigement de l'aéroport, considérant que 2 personnes nous ont offert leur service pour effectuer le déneigement lorsque requis, alors la proposition est à l'effet de recommander l'ajout des noms de messieurs Samuel Tremblay et Danny Bouchard sur la liste des opérateurs surnuméraires. Propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Labrosse. Au point 6.10, engagement secrétaire archiviste.
Considérant les démarches de recrutement entreprises au cours du mois de décembre 2021 afin de combler le poste vacant de secrétaire archiviste, et ce, conformément à l'article 9.1 de la Convention collective, considérant les candidatures reçues à l'externe et le processus de sélection effectué les 14 et 16 décembre 2021, considérant que le comité de sélection recommande positivement l'embauche de Mme Cassandre Vignon. Alors, la proposition est à l'effet que la MRC de Manicouagan accepte la recommandation du comité de sélection et procède à l'embauche de Mme Cassandre Vignon à titre de secrétaire archiviste. La date d'entrée en fonction sera le 24 janvier 2022. Conformément à la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2633, la période de probation sera de 80 jours ouvrables travaillés et Mme Vignon sera rémunérée selon le taux de la classe 1, échelon 1 pour ce poste de secrétaire archiviste. On l'a fait la Raymond Lavoie va proposer. M. Bouchard, c'était proposé. Ça. Mise à jour, point 6.11, mise à jour du rapport d'activité 2019-2020 FDT. Considérant l'entente relative au Fonds de développement des territoires et l'addenda numéro 1, intervenu respectivement le 2 septembre 2015 et 9 décembre 2016 entre le MAMACH et la MRC de Manicouagan, considérant qu'en vertu de l'article 10 du dit addenda, la MRC doit produire et adopter la mise à jour du rapport d'activité couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Alors, la proposition est à l'effet que le Conseil de la MRC adopte la mise à jour du rapport d'activité 2019-2020 dans le cadre du Fonds de développement des territoires, que le dit rapport soit déposé sur le site Web de la MRC et transmis au MAMACH. Proposition. Je vais proposer l'adoption du rapport, Monsieur le Préfet. Merci, M. Normand. Au point 6.12, appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. Mme Fortin, vous pouvez prendre une gorgée d'eau. C'est fait, je vous remercie. Considérant que le 5 novembre 2021, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a annoncé la tenue d'une commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard et une série d'audiences publiques régionales devant mener au dépôt de la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards en 2022. Considérant que 34 des 65 municipalités présentes sur le territoire d'Alliance Forêt Boréale, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, dépendent de l'industrie forestière, considérant que les retombées de la filière forestière sur le territoire de l'Alliance Forêt Boréale sont énormes, soit près de 20 000 emplois et 1 milliard en salaire, considérant que cette stratégie de protection met en péril l'avenir et la survie des communautés forestières en causant la perte de plusieurs centaines d'emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, considérant que le territoire touché par la stratégie de protection du caribou forestier ne concerne que 25 de son aire de répartition, alors qu'aucune intervention de rétablissement n'est prévue au nord de la limite nordique des forêts attribuables, considérant que les changements climatiques ont des impacts sur le caribou forestier ainsi que son habitat et poussent les espèces fauniques à migrer vers le nord, et ce, plus rapidement que les végétaux, considérant que les changements climatiques modifient les forêts situées au nord de la limite nordique des forêts attribuables pour en faire des habitats propices pour le caribou forestier, considérant que l'aménagement de la forêt boréale et l'utilisation du bois comme matériau sont les meilleurs moyens dont dispose le Québec pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques, considérant que le gouvernement du Québec souhaite accentuer la lutte contre les changements climatiques, mais que cette stratégie de protection restreindra considérablement le territoire destiné à l'aménagement forestier, considérant que les aires isolées de caribous de Charlevoix, Val-d'Or et de la Gaspésie ont une dynamique de population et un territoire qui leur sont propres, considérant que pour faire une démonstration claire de l'état des populations du caribou forestier, il faut réaliser de nouveaux inventaires de population afin de comparer les résultats à ceux des inventaires réalisés en 2018, 2019 et 2020, considérant que plusieurs projets portant sur différents scénarios d'aménagement sont en cours de réalisation sur le territoire forestier afin d'identifier des pistes de solutions pour concilier l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du caribou forestier.
Considérant que la stratégie de protection des caribous forestiers et montagnards aura des impacts importants sur le volume disponible à la récolte, sur les travaux d'aménagement forestier, sur la structure industrielle et entrepreneuriale présente dans les communautés forestières, sur la villégiature du territoire public, sur les activités récréotouristiques, sur les territoires fauniques structurés et conséquemment sur la vitalité des communautés forestières du territoire d'Alliance Forêt Boréale. Alors, la proposition est à l'effet que le Conseil des maires appuie Alliance Forêt Boréale ainsi que ses demandes au gouvernement, soit adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n'aura pas d'impact négatif sur les travailleurs et les communautés forestières, considérer l'ensemble de l'habitat du caribou forestier pour l'élaboration de la stratégie de protection, notamment au nord de la limite nordique des forêts attribuables, considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de protection du caribou forestier, considérer différemment les ardes isolés de Val-d'Or-Charlevoix et la Gaspésie des ardes de la forêt boréale, réaliser des nouveaux inventaires des populations du caribou forestier et rendre disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des inventaires de 2018, 2019, 2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation des populations, poursuivre les projets d'expérimentation et de recherche sur les différents scénarios d'aménagement permettant l'identification de pistes de solutions afin de concilier l'aménagement forestier et la protection de l'habitat du caribou forestier. Alors, une proposition, s'il vous plaît. M. Bouchard, merci. Au point 6.13, PSPS, volet urbain, Idé-Manicouagan, Centre d'innovation, d'industrialisation et d'inclusion en énergie alternative et métallurgie verte. Considérant que le projet d'Idé-Manicouagan, qui consiste à octroyer des contrats de services pour l'élaboration des demandes de financement et des contrats à intervenir avec les futurs clients du Centre d'innovation, d'industrialisation et d'inclusion en énergie alternative et métallurgie verte, le CI3EM, à Bécomo. Considérant que le projet évalué à 30 123 $ est recommandé positivement par le comité aviseur, alors la proposition est à l'effet que le Conseil des maires autorise Idé-Manicouagan CLD à se verser un montant de 24 099 $ pour la réalisation de ce projet, et ce, à même l'enveloppe budgétaire 2021 de la PSPS volet urbain. Je propose, M. le Préfet. Je vais répartir les... Tout le monde veut proposer ça, cette affaire-là, c'est trop... Oui, c'est ça, c'est ça. Madame Gay, vous n'êtes pas là souvent, tiens. Madame Julie Gay. Au point 6.14, nomination d'un membre du conseil d'administration de la Corporation de gestion du port de Bécomo. Considérant la demande de la directrice générale de la Corporation de gestion du port de Bécomo, que le Conseil de la MRC nomme un membre de la communauté à titre d'administrateur de la corporation, alors il est proposé de nommer M. Marc Lefebvre pour siéger à titre d'administrateur au sein de la Corporation de gestion du port de Bécomo. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Montigny. Ça fait Moi, plaisir. vous l'attendiez, celle-là. Tout à fait. Au point 6.15, autorisation de financement, Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, marketing territorial, modification, résolution 2021-224. Considérant la résolution 2021-224 autorisant un financement de 59 555 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan pour l'embauche d'une firme responsable d'établir une stratégie de mise en commun des forces vives du milieu afin d'accentuer le rayonnement de la Manicouagan et la doter d'une stratégie d'attractivité distinctive et originale, considérant qu'il y a lieu de modifier la dite résolution afin de rétablir les montants autorisés pour le financement du dit projet, alors il est proposé que la MRC contribue financièrement à l'embauche de la firme Oulaop et autorise la directrice générale à verser la somme de 3 600 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, que le contrat à intervenir entre la firme et la Chambre de commerce et d'industrie Manicouagan soit préalablement autorisé par la direction générale de la MRC, d'autoriser Idé-Manicouagan à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan un montant de 58 555 $ pour la réalisation de ce projet, dont 46 560 $ provenant de l'enveloppe territoriale 2021 et 11 995 $ de l'enveloppe territoriale 2022, le tout conditionnellement à la confirmation de tous les partenaires financiers.
que le versement de l'aide financière de la MRC soit effectué selon les paiements établis au contrat à intervenir entre les parties et sur présentation des pièces justificatives afférentes, que la MRC Manicouagan soit propriétaire de tous les documents, études, guides qui seront produits dans le cadre du mandat, incluant la propriété intellectuelle de la signature et de l'image de marque, et que la somme requise soit imputée au budget courant de la MRC de 2022. Je vais en faire la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Normand. Au point 7, avis de motion. 7.1, là, c'est moi qui ai de l'ouvrage. Au point 7.1, règlement 2022-01 remplaçant le règlement 2018-02 relatif à l'application d'un code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de Manicouagan. Donc, en fonction de ça, une nouvelle loi a été déposée par le ministère des Affaires municipales, la loi numéro 49. Cette loi-là vient exiger des modifications au code d'éthique des élus municipaux. Donc, il faut qu'on modifie le code d'éthique qui est applicable au préfet. Donc, je donne un avis de motion de l'adoption à une session ultérieure de ce conseil d'un règlement portant le numéro 2022-01 remplaçant le règlement 2018-02 relatif à l'application d'un code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC Manicouagan. Les modifications, je vais vous les lire pour que vous compreniez bien la portée de ce que ça représente. Les modifications touchent principalement les valeurs de la municipalité régionale de comté qui sont reconnues à l'article 6 du Code. Au paragraphe 3, on ajoute à l'élément le respect, on ajoute l'élément la civilité. Donc, ça donne le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la MRC Manicouagan et les citoyens. Le préfet favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit à ceux-ci et agit avec respect et civilité envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. Au point 7, règles de conduite. À l'article 7.3.2, au niveau des conflits d'intérêts, on dit le préfet est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu'il bénéficie des exceptions prévues au 5e et 6e alinéa de l'article 7.3.7. À l'article 7.3.4, il est indiqué il est interdit au préfet d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Au point 7.3.6, on indique qu'il est interdit au préfet de contrevenir à l'article 304 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. À l'article 7.3.7, il est indiqué qu'il est interdit au préfet de contrevenir à l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Au point 7.9, respect et civilité. Il est interdit au préfet de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou toute forme d'incivilité de nature vexatoire. Au point 7.10, honneur et dignité. Il est interdit au préfet d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. Au point 7.11, formation du personnel de cabinet. Le préfet de qui relève du personnel de cabinet doit veiller à ce que le personnel dont il est responsable suive la formation prévue à l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. À l'article 9, on indique au point 2 la participation à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale aux frais du préfet
dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec peut être une sanction applicable lorsqu'il y a manquement à une règle prévue au présent code par le préfet de la municipalité régionale de comté ce qui peut entraîner l'imposition de sanctions. Parmi les autres sanctions, le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période que la Commission municipale du Québec détermine. Une pénalité d'un montant maximal de 4 000 devant être payé à la MRC. Aussi, au point 6, la suspension du préfet du conseil de la MRC pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours. Cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat, s'il est réélu lors d'une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n'est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. Lorsque le préfet de la MRC est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de membre du conseil, notamment ne peut siéger à aucune séance du conseil. Donc, ce sont des sanctions qui peuvent être appliquées s'il y a des manquements par le préfet pour différents éléments touchant le respect, la civilité, l'honneur et la dignité. Vous comprendrez que tout ça fait suite à des problématiques qui ont existé dans différentes municipalités, corporations municipales, au MRC, au Québec. Le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes, si on veut, et d'appliquer des règles beaucoup plus strictes. Donc, ces règles vont être applicables dès l'adoption du règlement 2022-01. Donc, aujourd'hui, j'emporte un avis de motion comme de quoi ce règlement-là va être adopté à une prochaine rencontre du Conseil. Est-ce que ça me prend quelqu'un pour... Non, c'est moi qui propose. OK, on passe au point 7.2, règlement 2022-02, remplaçant le règlement 2018-03, relatif à l'application d'un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la MRC de Manicouagan. Donc, tout comme le code d'éthique et de déontologie du préfet, le code de déontologie, d'éthique et de déontologie des employés municipaux doit être modifié suite à la sanction du projet de loi 49. Ce qu'on est venu ajouter dans le code d'éthique et de déontologie des employés, tout comme celui du préfet, c'est au niveau des valeurs de la MRC. Donc, la civilité a été incluse, c'est-à-dire que le respect et la civilité envers les autres employés, les élus, de la MRC et les citoyens, et une valeur nommément prévue au code d'éthique. On est venu également, au niveau des conflits d'intérêts, préciser qu'il est interdit à tout employé d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services. Donc, ce n'était pas prévu initialement dans le code d'éthique. Maintenant, c'est ajouté avec la sanction du projet de loi 49. Donc, j'accueillerai un avis de motion de l'adoption à une séance ultérieure de ce conseil avec dispense de lecture du projet de règlement 2022-02. Je propose, M. le Préfet. M. Bouchard avait levé la main en premier, Mme Guy. Merci. Comme on avait déterminé lors de l'adoption de l'ordre du jour que les affaires nouvelles étaient fermées, on en serait maintenant rendu à la période de questions. Donc, Mme Allais, M. Allais, Mme Paquette, c'est l'habitude de commencer par les Madame, M. Fourvoyant. Oui, Mme Charlotte. Oui. J'aimerais savoir, concernant le marketing territorial, qu'est-ce qu'il y a? Les montants ont changé, quoi, c'est ça? Les montants n'ont pas vraiment changé. C'est qu'on s'était trompé. On avait indiqué 58 955 au lieu de 59 555. C'est juste un chiffre qui avait été... C'est bien sûr, Mme Fortin? C'est l'inverse. On avait indiqué, attendez un instant, c'est 1 000 $ d'écart. C'était vraiment une erreur. C'est 59, puis c'est 52. Voilà. OK, c'est bon.
concernant le PADF, là, est-ce que le montant total des projets cette année, ça c'est une fois par année, je crois, est-ce que ce montant-là au total est plus élevé que l'an passé, plus bas, similaire? Êtes-vous au courant? Lise est certainement au courant. Oui, bien, en fait, c'est une enveloppe qui avait été décidée au montant de 125 000 l'année passée. On était allé pour le même montant. L'enveloppe complète, on a réussi à investir l'enveloppe complète cette année dans la réalisation de 6, je crois que c'est 6 projets. Donc, c'est le même montant que l'année passée. Oui, c'est une enveloppe annuelle qui est déterminée par le Conseil lors de l'établissement des budgets en début d'année. OK. Ensuite, Marc-André, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as une question ou je continue? Bon, je pourrais, l'histoire de te donner un petit break, je peux embrayer. L'appui à l'Alliance boréale, l'Alliance forêt boréale, bon, ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes membre à la MRC. On comprend très bien les enjeux qui sont ici, notamment pour concilier l'aménagement forestier avec la protection de l'habitat du caribou qui serait en voie de disparition. Maintenant, qu'est-ce que l'on craint le plus ici, mis à part peut-être la perte de certains emplois, si jamais les normes avec le nouveau plan de protection soient plus sévères? Est-ce qu'on craint du mur à mur, notamment, parce que vous semblez dire aussi que c'est important de distinguer les mouvements des hardes de caribou d'une région à l'autre? Moi, je pense que le territoire de la Gaspésie, de l'Abitibi, de la Côte-Nord, puis de Charlevoix, ce n'est pas nécessairement les mêmes territoires. Ça, c'est une suite à une étude. La résolution a été préparée par l'Alliance forêt boréale suite à l'analyse de différents critères. Mais étant donné qu'il y a plusieurs municipalités, on spécifie dans le texte là, le nombre, plus qu'une trentaine sur 65 municipalités du territoire de la Côte-Nord puis du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui dépendent de leur survie dépend de l'exploitation forestière. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une baisse de la possibilité forestière qui soit octroyée aux entreprises qui exploitent la forêt. Donc, c'est l'élément majeur parce que si les possibilités forestières diminuent, puis qu'il y a moins de bois à couper et d'attribuer à chaque compagnie, bien, leur niveau de rentabilité va diminuer, peut-être même disparaître, puis ça va faire en sorte que les villages peuvent en venir qu'à être affectés économiquement de façon majeure. Et même si on cible notamment la série des Outardes ici, avec la fermeture de la papetière résolue, on veut quand même garder cette possibilité forestière au cas où il y aurait une autre exploitation à venir à l'usine de Bécomo, j'imagine. Effectivement, ça fait partie des éléments majeurs. Vous savez, la papetière était un débouché pour les produits résiduels ou les résidus de la série des Outardes. Donc, c'est un outil qui rentabilisait la série de façon importante, qui on a pu. Fait qu'il se pourrait que si on diminue la possibilité de forestière qui est attribuable à la série, bien là, ça va mettre en danger cette entreprise-là aussi. Là. Mais c'est le même cas pour les municipalités de la Haute-Côte-Nord, Boissaco. Boissaco est une entreprise qui est sur un territoire qui est quand même là, couvert en partie par la zone de répartition, là, de l'aire de répartition de vie du caribou forestier. C'est la même chose au Lac-Saint-Jean. Donc, on essaie de demander au gouvernement, particulièrement au ministre Dufour de la Forêt-Fond-du-Parc, dans la stratégie qu'ils vont élaborer. On n'est pas contre la stratégie, on n'est pas contre la protection des caribous forestiers. On veut qu'il y ait une solution optimale qui permette qu'on protège les caribous, mais qu'économiquement, qu'on puisse continuer à faire vivre la population des différentes villes et villages du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Ce que vous cherchez, c'est un compromis entre ce qui peut être pour protéger l'animal et la ressource forestière à la fois. Est-ce qu'on a le point de vue des Autochtones là-dessus? Parce que je sais que le Pipmoakan est assez... les gens de Berzimis l'ont à l'œil, notamment, Pessamit. C'est ça. Eux autres, ils font leur démarche de leur côté. Là. Puis, ils ont, j'oserais vous dire, ils ont une certaine philosophie. Pour eux autres, l'animal est plus important
que l'exploitation forestière. Ils ont le droit à leur point de vue, là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est la pérennité de nos villages, nos villes. Fait que c'est surtout ça qu'on fait, qu'on défend. Ça va. Je peux ajouter quelque chose, Monsieur le Préfet? Oui. En fait, un élément important de la question du début aussi sur lequel je voulais revenir, c'est est-ce qu'on a peur du mur à mur? La réponse à ça, c'est qu'il faut s'assurer que ce ne soit pas ça qui arrive. Dans certains endroits, comme en Gaspésie, à Val-d'Or, dans Charlevoix, il y a des données spécifiques sur la protection de aires de caribou qui sont captives. Donc, entourées, il n'y a pas de possibilité pour ces caribous-là de se déplacer sur le territoire. Ce qui est très différent dans la Manicouagan. Alors, dans les années passées, on avait validé une augmentation du nombre d'individus sur le territoire de la Manicouagan. Les gens disaient, oui, mais ils se déplacent d'un endroit à l'autre, du nord vers l'est à l'ouest. Effectivement, et c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait des relevés qui soient actuels, parce que les relevés actuels ne sont pas à jour. Alors, c'est pour ça que c'est important, avant de prendre des décisions aussi importantes, d'avoir des données scientifiques à jour sur le constat des caribous forestiers sur notre territoire. Pas des constats de caribous forestiers dans Charlevoix, sur la Gaspésie ou dans Val-d'Or. La situation est complètement différente de la forêt de la Côte-Nord que de la forêt de d'autres endroits. Puis chez nous, ils ne sont pas captifs, ils se promènent, ils se déplacent, mais ça donne qu'ils se déplacent dans un territoire où il y a de l'exploitation forestière. Donc, ils ne sont pas menacés spécifiquement d'un territoire d'activité forestière, sinon ils ne viendraient pas. Et ce qui est le contraire, c'est qu'on constate, c'est qu'ils viennent sur le territoire autour de Bécomo. Fait qu'il y a là quelque chose qui mérite d'être analysé. C'est là où on va aller plus loin là-dedans. Il y a ça aussi, Marc-André, puis il y a l'élément de la limite nordique. Les changements climatiques font en sorte que la limite nordique, là, qui représentait un blocage pour la végétation, puis la forêt, puis tout, là, mais cette limite nordique là, s'éloigne vers le nord. Donc, ça fait en sorte que les caribous, comme d'autres espèces, se rendent plus au nord. Si on limite l'étude à la limite nordique actuelle, bien, on manque une partie de l'arbre. C'est ça qui est dans l'inventaire. C'est un élément important à considérer. Oui. Cette stratégie-là va être là pour durer un bon bout de temps. Est-ce qu'on a une idée à quel mois ça va être adopté, ça, si tu es à l'automne? Alors, je pense que la stratégie va être déposée juste en 2023. Ah, d'accord. Merci. Il y a une période de consultation qui va se faire à la grandeur forestière. C'est pour ça que le temps que se fassent ces consultations-là, puis ça soit analysé, puis qu'après ça, ils établissent la stratégie. C'est pour ça qu'on est rendu en 2023 pour le dépôt de la stratégie. Charlotte, si tu veux continuer. Oui, la nomination de Marc Lefebvre au sein de la Corporation de gestion du port de Bécomo, c'était-tu un mandat qui devait être renouvelé? En fait, Mme Paquette, c'est que la Corporation de gestion du port de Bécomo, telle qu'elle a été créée, son rôle était de se rendre jusqu'à la cession du port. C'est pour ça que M. Lefebvre était président, puis que moi, j'étais vice-président, puis qu'il y avait d'autres membres du conseil. Maintenant, la cession étant réalisée, il y a une nouvelle gouvernance qui est mise en place. Donc, une nouvelle structure de conseil d'administration. Sur ce conseil d'administration-là, il va y avoir 2 représentants nommés par la ville de Bécomo, un représentant nommé par la MRC Manicouagan, un représentant nommé par le conseil de vente de Pessamit et 3 autres candidats qui vont être choisis parmi les candidats qui vont avoir répondu à l'appel de candidature de la corporation. Donc, il va y avoir 7 membres au conseil d'administration. Puis nous autres, on jugeait qu'étant donné le rôle majeur qu'a joué M. Lefebvre dans la session, ben, on avait besoin d'un représentant solide. On l'a trouvé. C'est bon, ça. Je peux compléter pour t'éclairer, Charlotte, en lien avec lundi soir. Lundi soir, à la séance publique de Bécomo, on a adopté une résolution similaire qui permettait à Marie-Josée Paradis de siéger de façon officielle à la corporation à partir de la mise en place
de la nouvelle gouvernance. Donc, c'est un peu ce que Marcel dit. Il restera une autre personne de la ville de Bécomo à mandater lors d'une prochaine séance pour que la ville de Bécomo va nommer, va référer pour le conseil d'administration. Aussi, l'affichage est dans le Manic aujourd'hui même, dans les pages des petites annonces sur l'ouverture des candidatures. Donc, j'invite tous les citoyens intéressés à aller voir l'appel de candidature pour qu'ils puissent regarder ça s'il y a de l'intérêt des citoyens de poser leur candidature pour faire partie du conseil d'administration de la nouvelle gouvernance après le transfert. Donc, maintenant, c'est la gestion du port de Bécomo qui va se faire par le conseil d'administration. Ah, c'est parfait. Merci. Oui, concernant les montants du PSPS, ces montants-là, je vous pose un peu la même question que tout à l'heure, là, dans un autre dossier. Est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est similaire à l'an passé, à la dernière enveloppe, là, à l'enveloppe 2021? Oui, M. Fallon, vous me permettez? Oui, mais je me proposais à te faire. Oui, donc l'enveloppe, c'est sensiblement le même montant que l'année dernière. Il y a eu une augmentation de 2 comparativement à l'an passé au niveau de l'enveloppe. OK, je vous remercie. Je n'étais pas sûr de l'indexation. C'est pour ça que je n'ai pas osé répondre tout de suite. J'ai préféré attendre de faire confirmer. Concernant le rapport annuel du TNO, selon vous, est-ce qu'il y a ce qu'on voit, c'est que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grande différence de coût des travaux. Il y a une petite différence de nombre de permis, mais il y a une bonne différence pour les travaux. Vous l'avez expliqué, c'est vraiment OK, vous avez parlé de coûts élevés des matériaux et vous avez parlé de nombre de transferts de baux. C'est quoi des transferts de baux? Nombre de transferts de baux de la dernière année? Les transferts de baux, c'est juste un propriétaire d'un bail, là, mettons, le locataire d'un terrain, fait qu'il y a un bail. Il peut céder son bail lorsqu'il vend son chalet, qu'il vend sa cache pour aller à la chasse. Fait que dans ce temps-là, il y a un transfert de bail. OK. C'est comme un permis, finalement. Là. En fait, c'est une vente qui implique qu'il faut changer le nom du propriétaire ou de l'occupant sur le bail. OK. La valeur des travaux a vraiment augmenté énormément. Hein, de 2020 à 2021, elle a doublé. Oui, mais voyez-vous, dans l'industriel, il y a eu 8 permis pour 815 000 $. C'est quand même à peu près 100 000 du projet. Commercial, c'est 140 000 pour un dossier. Mais quand on arrive dans un dossier de villégiature, il y a eu quand même 193 permis d'émis pour 1 89 000. Ça fait pas beaucoup du permis. Là, ça fait que il y a eu une augmentation importante, mais tout le monde sait que dans la pandémie, là, beaucoup de gens qui ont préféré s'en aller dans le bois qu'aller en Floride. Êtes-vous du nombre? Non, je ne suis pas un partisan de la forêt, moi. Mais... Parce que dans le fond, c'est ça. Il y a à peine 8 permis de plus. 8 permis de plus, puis la valeur a doublé. Avez-vous des exemples côté industriel? Ça peut ressembler à quoi des travaux qui ont été réalisés, là? En fait, ce n'est pas des dossiers qui viennent sur nos bureaux. On voit juste le compte rendu mensuel, nous autres, avec des chiffres. On voit la même chose que vous. Fait que c'est plus des. Il faudrait fouiller plus creux un peu, aller voir. Lise, as-tu quelque chose de plus à ajouter? Oui, écoute, Charlotte, je peux te mettre en contact avec Jacinthe Maloney, qui est la directrice du département. Donc, elle pourra répondre là, de façon plus précise aux questionnements ou aux interrogations que tu pourras avoir. Je vais lui demander de te contacter. Ah, bien, je te remercie beaucoup. Plaisir. Oui, j'ai également Oui, excusez, j'ai les mêmes interrogations parce que 800 000 dans l'industriel, c'est quand même important. Si la personne que tu as mentionnée, Lise, enverrait un petit courriel, ça serait apprécié. Parfait, je lui mentionne. Merci. Vas-y, Charlotte.
Je pense que non, ça va, ça va. Merci. Ce Marc-André? que je veux savoir, c'est c'est ça, ça m'est revenu. Outre l'écart de la valeur des travaux, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est à relever de ce rapport-là, là, qui est à mentionner, des éléments particuliers, ou c'est un peu comme à chaque année? Là? C'est un peu comme à chaque année, puis ça varie beaucoup. Sur le TNO, souvenez-vous, des fois, c'est Hydro-Québec qui implante un nouveau bâtiment ou comment je dirais ça, durant une certaine période donnée, ils vont installer un campement. Ça peut être un campement de résolu qui est déplacé ou qui est modifié. Fait que d'une année à l'autre, ça peut varier quand même de façon importante. Puis ça peut être, je me souviens d'une année qu'on a eu une augmentation dans l'industriel de 4 millions, puis c'était juste un projet. Vous savez, quand Mason Graphite a installé des bâtiments sur son site de la mine, là 3-4 ans, ben, ça avait fait augmenter passablement les permis. Fait que, il n'y a pas de raison particulière. Là, OK, je vous remercie. À moins que vous en trouviez dans ce qui va vous être transmis. Parfait. Parfait. Marc-André? Moi, c'est complet, merci. Complet, parfait. La même chose pour moi. Merci à vous deux. Donc, ça me prendrait une proposition pour la clôture de la séance. Monsieur Lavoie? Merci beaucoup. Fait qu'à tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ici aujourd'hui. Et bonne semaine. Merci. 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 Bye. Bonne semaine, prenez soin de vous. Oui.